Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Joliba TV News, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Train littéraire, votre émission mensuelle autour des œuvres livresques 100% littérature ou aussi des œuvres dans divers domaines scientifiques, historiques ou divers domaines d'activité. Nous recevons chaque mois les auteurs autour de leurs œuvres. En ce mois de décembre 2025, nous recevons l'auteur Birahim Soumaré autour de son livre intitulé Général Abdoulaye Soumaré, pan de vie d'un homme d'honneur. Le livre de 140 pages a été publié en 2024 aux éditions Yéredon. Bonsoir, cher auteur. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Et je présente mes excuses pour le retard pour le public. D'accord, voilà. Vous êtes là et nous sommes ravis de vous retrouver parmi nous. Et au public également, bonsoir. J'espère que vous allez bien. D'accord. Et cette émission est à suivre sur Joliba TV News, sur Joliba FM également, sur les fréquences de Bamako, de Ségou ou encore de Sikasso. L'émission est sponsorisée par Canal+. Canal+, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Ce sont les représentants de Canal+. Les représentants sont là et merci pour votre présence. Et nous avons également comme partenaire Locati, la société qui nous fournit en eau. Cette émission se divise en 3 étapes. D'abord, une phase d'entretien avec l'auteur. Ensuite, la parole sera donnée au public pour poser des questions et réagir sur les thématiques qui seront abordées ou aussi faire des témoignages au cours de cette émission. Là, nous commençons d'abord par la biographie de l'auteur, une biographie un peu courte cette fois-ci. Birahim Soumaré est diplômé de l'Institut des Relations Internationales IRIS et du Centre d'études diplomatiques et stratégiques CEDS, ancien ambassadeur conseiller diplomatique des présidents, 3 présidents, Amadou Toumani Touré, Dioncounda Traoré et Ibrahim Boubacar Keïta. Ancien premier ambassadeur du Mali en Turquie, auteur de l'ouvrage Pan de vie d'un homme honneur consacré au général Abdoulaye Soumaré. Et actuellement, vous êtes un membre de la commission de rédaction de l'histoire de l'armée malienne. C'est ça, bien sûr. Alors, vous pouvez applaudir pour lui, s'il vous plaît. Alors avant d'entrer dans les vifs du sujet, cette fois-ci nous allons spoiler un peu sur le livre à travers ce reportage qui a été réalisé lors du lancement du livre le 18 mai 2024. J'y étais. Voyons le reportage. Impossible d'écrire ou de parler de l'histoire de l'armée du Mali indépendant sans faire mention de cet homme qui a largement contribué à sa création dès les premières heures de son indépendance. Le général Abdoulaye Soumaré est connu pour avoir été le premier chef d'état-major de l'armée malienne de 1960 à 1964, date de son décès. 60 ans après, ce livre retraçant son parcours fait sa parution sous la plume de son fils, Birahim Soumaré. On est dans une période où il est important maintenant de revisiter notre histoire. Nous sommes dans une période où la réflexion est importante. Les défis sont là, ils sont nombreux. Et il m'a semblé utile de mettre un peu un éclairage sur le parcours du général Abdoulaye Soumaré, qui est le premier général de brigade de notre armée malienne, et également de tous ses compagnons qui l'ont accompagné, tant au niveau de l'armée coloniale que dans la constitution et le renforcement de l'armée nationale du Mali. Œuvre de 137 pages, divisée en 15 chapitres, le livre plonge les lecteurs au sein de son parcours dans l'armée coloniale où il s'est engagé en 1925 à l'âge de 20 ans. Il gravit les échelons jusqu'en 1959 à la veille de l'indépendance où il occupe le grade de colonel. En 1960, la Fédération du Mali nouvellement créée éclate suite à des incidents parmi lesquels sa nomination comme chef d'état-major de l'armée fédérale contre l'avis du vice-président sénégalais Mamadou Dia porté sur le colonel Amadou Fall. C'est vers le Mali que le destin du général Soumaré se tourne finalement, où il contribue à la création d'une armée nouvelle proche de la population. Il n'y avait plus cette dichotomie entre ceux qui sont armés et la population.
comme au temps de l'ancien régime, où l'armée, les tirailleurs ou l'armée coloniale avaient peut-être une autre philosophie, ils avaient une autre mission. Mais là, c'est une armée de construction. Le général disait d'ailleurs qu'on laissait tomber la mitraillette et le fusil au râtelier pour s'occuper des œuvres de développement économique et social de ce pays. Donc le génie a beaucoup travaillé. À travers un navire de la Comanave baptisé en son nom et la construction d'un monument, l'État malien rend hommage au général Abdoulaye Soumaré. Sa biographie, publiée aux éditions Yéredon, est désormais disponible dans les librairies et bibliothèques pour ceux qui veulent savoir davantage sur ce personnage qui a marqué à jamais l'histoire de l'armée malienne. Alors vous pouvez applaudir. Et applaudir un de nos compagnons pour ce montage, ce lancement. D'accord, merci. En tout cas, vous pouvez applaudir, bien sûr. On est là pour vous. Et j'espère que les applaudissements vont se multiplier. Voilà. Alors, M. Birahim Soumaré, oui. En lisant ce livre, la première question que j'ai en tête, d'abord, c'est l'histoire d'un fils qui nous parle plutôt de l'histoire de son père. Et quel souvenir gardez-vous du père du chef de famille Abdoulaye Soumaré avant de parler concrètement de Concrètement. Alors, en réalité, l'individu qui est là en face de vous avait à peu près 6 ans lorsque le général Soumaré était vivant. Donc, c'est jusqu'à l'âge de 6 ans et demi. Après, en 64, il a disparu. Donc, j'ai plutôt des flashs, mais on ne peut pas dire que je le connais profondément. Seulement, je me souviens des matinées où je voyais des personnages qui étaient d'ailleurs du gouvernement de la République du Mali venir faire de l'entraînement au ministère de la Défense, parce que c'était là le domicile du général. Ils venaient faire de la gymnastique. Donc Modibo, tout ça, je voyais un individu très 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 grand, hein, en train de courir là. Hein, et c'est le général qui était leur entraîneur. Cette image m'est restée. Et l'autre image aussi, c'est ma maman qui entraînait les dames au basket. Alors d'ailleurs, Madame Manassa, qui était présidente du Conseil constitutionnel, m'a dit d'ailleurs que c'est ma maman qui les a initiés au basket. Donc c'est des flashs de ce genre. Et puis bien entendu, sa tenue de général qui tout enfant est impressionné. Il veut être soit pompier, soit médecin, soit militaire. Hein. Lorsque vous avez un petit garçon, vous lui demandez qu'est-ce que vous voulez être plus tard, il vous dira pompier, militaire. Alors moi, j'ai été impressionné par cette tenue-là. Alors voilà les images que je retiens de lui. Alors c'est ce qui explique probablement pourquoi j'ai voulu alors fouiller un peu plus dans l'histoire et puis produire ce livre-là, aussi bien pour moi-même et également pour les autres. Justement, j'allais vous poser la question, vous le dites bien, il est parti alors trop tôt pour vous. Très tôt. Vous étiez très jeune à l'époque. Exactement. Et comment est-ce que vous avez pu collecter les histoires concernant... Alors, il faut dire que j'ai baigné dans mon enfance dans un environnement assez intellectuel d'abord et politique surtout. Donc, tout jeune, à l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, j'avais quand même cette fibre politique qui faisait que, bon, cette histoire de Sékou Touré, Modibo, ça me fouettait. Et savoir que mon papa était un compagnon du président Modibo m'a véritablement incité à rencontrer des hommes qui l'ont connu, à rencontrer des personnages avec qui il a travaillé pour avoir leur avis et faire des recherches dans les bibliothèques. Et j'avoue que le fait d'avoir été à Koulouba comme conseiller diplomatique, surtout avec le président Amadou Toumani Touré, paix à son âme, et le cinquantenaire de l'armée malienne, moi-même, votre humble invité, et le colonel Sega Sissoko, nous étions chargés de réunir un peu, de monter l'histoire de l'armée
du 50e anniversaire de l'armée malienne. Donc j'étais conseiller diplomatique, mais en même temps, j'étais avec feu le colonel Sega Sissoko, à qui je rends hommage, avec qui j'ai beaucoup appris. Alors avec lui, ATT nous a mis en position pour fouiller un peu l'histoire de l'armée malienne. Alors il se trouve quand même que j'ai des documents quand même. D'accord. Voilà, pour n'avoir pas fait l'armée. Mais le diplomate n'est jamais loin du militaire. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et on entre directement dans le vif du sujet. Abdoulaye Soumaré, vous le dites dans le livre, il est né à Saint-Louis, au Sénégal, le 12 janvier 1905. Son père lui-même était un administrateur civil qui servit dans les villes de Bakel et de Podor. Dans le livre, vous attirez l'attention des lecteurs sur le fait que Abdoulaye Soumaré, il n'est pas un fils de militaire et qu'il n'a pas non plus fréquenté l'école des enfants de la troupe, comme la plupart des soldats recrutés à l'époque au sein de l'armée coloniale. Alors, selon vous, d'où vient chez lui cette vocation à s'engager au sein de l'armée coloniale? Bon, alors, vous savez d'abord, le 4 avril 1792, il y a ce qu'on appelle les 4 communes du Sénégal, les 4 communes françaises du Sénégal, donc Gorée, Saint-Louis, Dakar et Rufisque. Donc, à partir de là, lorsque vous êtes né dans une de ces 4 communes, vous devenez automatiquement français. Alors, lui, il est né donc dans une commune française qui est Saint-Louis, qui explique peut-être son parcours jusqu'au grade supérieur, d'officier supérieur. Et ce qui est important, c'est que son papa, qui était commandant de cercle, un moment à Bakel, a été révoqué de Bakel à cause des liens qu'on supposait qu'il avait avec Mamadou Lamine Dramé, un grand résistant, qui est mort en 1887, hein, vous savez, hein, on lui a égorgé. Alors, on lui a soupçonné de cela. Alors, donc, je crois qu'il est né, il a grandi dans un milieu politique historique assez particulier. Alors, et également la rencontre avec le premier capitaine de l'armée française, le capitaine africain de l'armée française, qui était un ami à son papa, je crois que ça a déterminé également son engagement dans l'armée malienne, dans l'armée coloniale française. Hein, et ça, c'est quelque chose d'important parce que ça caractérisait un peu l'amour qu'il avait pour l'armée. Voir ce bonhomme noir avec des galons de capitaine de l'armée française venir voir son paternel qui est commandant en tenue blanche. Alors donc peut-être que... Alors ça c'est un de ses frères qui me le raconte, un de ses jeunes frères, qui me dit que ton papa a été fasciné par la tenue militaire. Donc on n'a pas été étonné de le voir faire une carrière dans l'armée malienne. D'accord. Et tout à l'heure, vous disiez que durant votre enfance, on vous parlait beaucoup de l'histoire des résistants. Et cela m'a un peu rappelé aussi l'histoire de votre père que vous racontez. Vous dites qu'il a baigné durant son enfance dans les récits héroïques et sanglants des résistants à la pénétration coloniale et résistance d'El Hadj Oumar Toulé, la bataille, El Hadj Oumar Tall, j'allais dire, la bataille de Logo Sabou Siré et entre autres des histoires qui lui ont été racontées. Et parlez-nous de l'histoire de cette armée coloniale qui a conquis nos territoires. Comment était-elle organisée, cette armée? Bonne question. Alors, d'abord, c'est Faidherbe. Hein. Tous nos péchés viennent de Faidherbe. C'est Faidherbe qui, le 21 juillet 1857, crée ce qu'on appelle le régiment des tirailleurs sénégalais. Donc, c'est créé à Saint-Louis. Donc, mais beaucoup de gens pensent qu'il y avait juste des Sénégalais parmi les tirailleurs, mais non, c'est juste un vocabulaire hein, qui a été utilisé parce que c'est né à Saint-Louis. Mais la plupart des tirailleurs sénégalais, surtout à partir du 22 septembre 1878, qui est la bataille de Logo Sabou Siré, la plupart seront soudanais. Et ça, c'est très important de le savoir. C'est-à-dire que ce sera des Soudanais, des Burkinabés, on disait à l'époque des Voltaïques, mais encore que la Haute-Volta, il ne faut jamais oublier que la Haute-Volta a été créée en 1919, une coupure d'une partie du territoire malien.
Bon, mais ça, on ne le dit pas. Et ensuite, ça a été supprimé en 1932. Hein. Donc, les tirailleurs sont nés comme ça. Et la mission que l'Empire français, parce que c'est l'Empire colonial, hein, que l'Empire français avait donné aux tirailleurs sénégalais, c'était de poursuivre la pénétration coloniale en Afrique. Alors, ça commence par Saint-Louis, et ça devait continuer, passer par le Soudan et puis continuer. Donc là, ce sont les tirailleurs qui ont travaillé à la pénétration coloniale. À partir de 1900, maintenant, ce n'est plus les tirailleurs sénégalais, même si on les appelle tirailleurs sénégalais jusqu'à l'indépendance. À partir de 1900, maintenant, c'est l'armée coloniale. Hein, et c'est une autre mission. Voilà. D'accord. Merci pour ces détails. Vous pouvez applaudir pour lui, s'il vous plaît. Alors, en lisant le livre, j'ai remarqué quelque chose, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Votre père semble avoir un lien particulier avec le mois de septembre. Oui, très bien, vous avez lu le livre. Oui. Effectivement, et il est... Je vais en venir tout de suite. On dit le jeune Abdoulaye Soumaré s'est engagé volontairement dans l'armée coloniale française le 25 septembre 1925 en tant que soldat de première classe. Plus tard, le 5 septembre, 2e septembre encore, et 1931, il est admis à l'école militaire d'infanterie de chars de combat EMIC. Sorti sous lieutenant, Abdoulaye Soumaré inaugura ses galons d'officier lieutenant le 11 septembre 1934. Sa première affectation au Soudan français l'envoie au service temporaire des irrigations du Niger et de Markala, ancienne appellation de l'actuel Office du Niger qui est actuellement à Ségou. C'était durant la période du 18 janvier 1938 au 2 septembre 1939. Bravo, oui, effectivement. Le mot septembre, moi-même je suis né en septembre, mais je ne vous dirai pas quelle année et quand, mais moi-même je suis né en septembre. Donc septembre semble jalonner l'histoire du général et puis voilà, vous avez tout à fait raison. D'accord. Vous dites qu'il a été au service temporaire des irrigations du Niger de Markala et il découvrait pour la première fois le Soudan français à cette époque. Et quel rôle jouait-il dans ce service durant son affectation? Très bien. Alors, comme je vous ai dit tantôt, il y a, à partir de 1900, donc c'est l'armée coloniale. Alors lui, lorsqu'il est sorti de l'école de Saint-Mexan, qui était une école d'officiers, hein, il a été d'abord un peu, assez longtemps, entre Dakar et Bamako et le Soudan. Cette période-là, c'est une période où il est en permission. Hein. Alors, et c'est après maintenant qu'on l'envoie au Niger, enfin ce qu'on appelle l'Office du Niger, mais qui n'était pas l'Office du Niger, qui est la Société des Travaux d'Irrigation du Niger, STIN. Hein, c'est l'ancêtre de l'Office du Niger. Et comme vous le savez, l'Office du Niger a été créé en 1932. Hein? Donc c'est la date de la création de l'Office du Niger. Alors là maintenant, effectivement, il est là. Et on est sous le régime du travail forcé. Hein? Le travail forcé. Il faut que les jeunes sachent ça, qu'il y avait le travail forcé ici. C'est un système qui a été créé en 1881. Mais au Soudan, c'est à partir de 1924, le travail forcé est institué. Alors lui, il a vécu ce truc-là. Et il y a eu d'ailleurs des témoignages, si vous avez lu le livre, hein, dans Papa Commandant, ça c'est un écrivain malien, un anthropologue qui parle de lui, de la manière dont il a lutté contre ce travail forcé-là. Et le président Modibo Keïta, le 20 octobre 1961, à la conférence des cadres des forces armées du Mali, a expliqué que Soumaré aurait pu être radié de l'armée, sanctionné, et tu vois, et puis on n'en parle plus de sa carrière militaire. Pourquoi? Parce qu'il s'est opposé à ce truc-là. Même si lui, il avait un statut français. Il n'était pas soumis au code de l'indigénat, parce qu'autant sous l'Empire colonial, tous les Africains, à part ceux qui sont nés dans les 4 communes, sont tous considérés comme des indigènes. Alors lui, bon, étant né à Saint-Louis, bon, mais il a eu des problèmes de ce genre-là. Alors heureusement que le 1er septembre 1939, comme vous le savez,
je ne sais pas s'il y a des élèves de terminale dans cette classe, eh bien, c'est le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est ça qui va le sauver des sanctions militaires. Et il va se retrouver donc en France pour combattre contre le nazisme. Mais sinon, cette période-là, ça fait partie d'une des périodes où il a flanché. Il aurait pu être radié des forces armées. Alors, il y en aura trois. Et il s'opposait carrément que les indigènes subissaient. Voilà. Et il y a des témoignages. Hein. D'abord, le président Modibo Keïta qui l'a fait. Et puis, des ouvrages comme un des plus grands historiens actuellement de la période coloniale, que je cite beaucoup, Vincent Joly. C'est un professeur agrégé d'histoire qui a beaucoup écrit sur la période coloniale. Et je fouillais là, tout d'un coup, paf, je tombe sur sa partie où il fait allusion à ce fameux lieutenant Soumaré. Ils disent même pas Soumaré en ce moment, ils disent Sumaré. C'est écrit Sumaré, mais bon, c'est Soumaré. Alors donc c'est important. D'accord. Voilà. On avance un peu. Maintenant, avant d'arriver au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, on va reculer un peu. Vous dites que le lieutenant Soumaré suivait avec beaucoup d'intérêt les idées exprimées lors du congrès de l'évolution culturelle des peuples coloniaux tenu à Paris du 26 au 28 septembre 1937. Il participait aux réunions de la Société des Africains animée par le professeur Paul Rivet, un médecin et ethnologue français. Comment cet intérêt porté vers ces mouvements culturels ont façonné la personnalité du militaire Abdoulaye Soumaré? Alors, il faut dire d'abord que, je ne sais pas si vous avez entendu parler du lycée Faidherbe de Saint-Louis. Alors, la première promotion du lycée Faidherbe, et c'est le général Soumaré, fait partie de cette première promotion. Hein, il y a Soumaré et le fameux Fall, là, on va en parler plus tard pour la Fédération du Mali. Lui aussi était un ancien élève de l'école Faidherbe. Et là déjà, bon, vous savez, Soumaré a même été un peu renvoyé du lycée. Hein. Il a fait son bac en France parce que là-bas, les histoires de dortoirs, les histoires de restaurants, des mouvements un peu de grève, quoi. Hein. J'ai hérité ça d'ailleurs de lui, parce que moi aussi, à Saint-Louis, j'ai été renvoyé du lycée Charles de Gaulle. Bon, donc il avait un peu la tête brûlée. Hein. Donc, et il était intéressé aux idées. Je suis en train maintenant d'essayer de réunir les poèmes qu'il a écrits. Parce qu'il adorait. Ouais, c'était ici, d'ailleurs, dans l'armée malienne, on l'appelait Touabouké, l'intellectuel, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui a fait latin-grec, parce qu'en cette période-là, il fallait faire du latin et du grec. Hein, donc, il était un peu attiré par ça. Alors, c'est bien qu'il a participé beaucoup à des cercles de réflexion, que ce soit avec Paul Rivet, que ce soit... Et dedans, d'ailleurs, c'est là qu'il fait la connaissance de Fili Dabo. Parce que Fili Dabo était membre de la Société africaniste. C'est un des premiers noirs africanistes, là, Fili Dabo Sissoko. Donc, ils se sont connus dans cette période-là. Et c'est très important, puisque en dehors de Fili Dabo, il y a Lamine Senghor, je ne sais pas si vous connaissez ça, j'en parle dans le livre, et Karan Kouyaté, hein, qui est un Soudanais, un grand résistant, un grand intellectuel, un grand syndicaliste. Tous les deux, d'ailleurs, c'était des syndicalistes. Donc voilà un peu son parcours. Et ensuite, en Haute-Volta, à Ouagadougou, il a fréquenté ce qu'on appelle les groupes d'études communistes, hein, de façon clandestine. Hein, ça, c'est un mouvement qui est créé en Afrique de l'Ouest en 1943 à Dakar et qui propage plutôt des idées communistes, marxistes-léninistes, même s'il n'était pas très marxisant, mais en tous les cas, il fréquentait. J'ai des témoignages hein, qu'il indiquait dans son dossier militaire, c'est un peu écrit. Ah, c'est écrit qu'il est marxiste. Il n'était pas marxiste, mais non plus. Mais il avait des penchants un peu de gauche. Plutôt, ça devait être probablement pour venir suivre l'histoire de la fédération. Pour le comprendre, il faut suivre son comportement durant l'éclatement de la Fédération du Mali et son comportement par rapport à la création également de l'armée malienne pour se donner une idée du portrait, disons, philosophique.
du personnage. D'accord, on va en venir. Maintenant, arrivons au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. En 1939, comme vous le savez, un événement allait à jamais bouleverser l'histoire de l'humanité. Il s'agit de la Deuxième Guerre mondiale. La France fait face à un adversaire impitoyable, l'Allemagne nazie de Adolf Hitler. Et c'est là qu'on fait appel à Abdoulaye Soumaré et des milliers d'autres soldats de l'armée coloniale sous les drapeaux. Alors, comment s'est manifesté l'engagement de Abdoulaye Soumaré dans cette armée? Alors, comme je vous dis, après l'incident de Marcala et donc c'était en réalité Marcala et Massina. C'est le percement du canal de Marcala et de Massina. C'est ça que, s'il était là-bas, il y avait ce qu'on appelle un deuxième contingent de l'armée coloniale qui travaillait dans le percement. Donc c'est le génie militaire, quoi, disons. Et lui, il était officier lieutenant. Alors, lorsqu'il a quitté là, on l'a envoyé en France, au 2e régiment des tirailleurs sénégalais en France. Bon, on appelle toujours sénégalais, alors qu'on a dépassé 1900. Hein, mais disons que c'est l'armée coloniale. Donc, et là, il est sur les terrains. Il n'est pas le seul. Hein, il y a toutes sortes. Il rencontre là-bas des officiers avec qui il va cheminer ici au Mali. Hein, je vous parlais de Mohamed Ould Issa. Hein, j'en passe des meilleurs qui vont faire également Alors, ce que je voudrais relever ici, et qu'on le sache une bonne fois pour toutes, c'est que le recrutement militaire au Soudan français, donc au Mali actuel, a été un des recrutements les plus forts par rapport aux autres recrutements qu'il y a eu dans d'autres territoires. Je le dis en anticipation de ce qui va se passer à Tcharoy. Donc, il y a eu beaucoup de Soudanais qui se sont retrouvés dans les théâtres d'opération en Europe. Hein? Donc, c'est très important de le savoir que la plupart de ces Soudanais-là, parce que le premier camp de recrutement, le premier camp militaire que la coloniale a créé ici au Soudan, c'est le camp de Kati. 1895, il crée ce qu'on appelle le camp de Kati, et le camp de Kati sert à former des Africains au maniement de l'arme. C'est un camp de transition et de formation militaire, donc le camp de Kati. Donc c'était le plus ancien, le plus grand camp de l'armée coloniale avant le camp de Tcharoy qui lui a été créé en 1905. Donc c'est pour vous dire que la prégnance de l'armée coloniale par rapport aux ressortissants du Soudan français était certaine. D'accord. Juste après cette guerre, ou pendant cette guerre, le mythe de l'invincibilité de l'homme blanc va encore tomber. Va encore tomber. C'est bien de dire va encore, oui, parce que depuis 14-18, c'était déjà tombé. Oui, très bien. Oui, exactement. Et le lieutenant Soumaré était lieutenant à l'époque, au début de la guerre. Il sera engagé dans d'autres théâtres, le théâtre d'Indochine. Exact. Et après, vous dites qu'une grande partie des officiers et soldats soudanais de l'armée coloniale qui combattaient au Vietnam, en Algérie, au Madagascar ou ailleurs, sont parmi les fondateurs de notre armée. Très bien, tout à fait. Alors, effectivement, tous ceux qui ont... Parce que vous savez, l'armée coloniale, par rapport aux tirailleurs sénégalais maintenant, l'armée coloniale, sa mission première, c'était de maintenir l'ordre. Donc, la colonisation, la pénétration coloniale est faite. Maintenant, il faut s'assurer que l'ordre colonial ne bouge pas. Donc, à chaque fois qu'il y avait des mouvements comme en Algérie, à Madagascar, au Cameroun, chaque fois qu'il y avait des mouvements de ce genre, en Algérie, l'armée coloniale, on envoyait l'armée coloniale, hein, et ils guerroyaient contre les indépendantistes. Sauf que ces gens-là, dans le feu de l'action, ont pris conscience de la nécessité de bâtir leur nation. Vous savez, les anciens combattants, ou alors les militaires engagés dans l'armée coloniale, ont été la première cellule indépendantiste dans nos pays. Mais on ne le dit pas très souvent. C'est très important de voir, bon, on parle beaucoup des partis politiques, RDA, tout ça,
mais également le sentiment. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient de la frustration, hein, de l'injustice. Donc, ils sont venus avec le... Et puis, ils ont vu, comme vous dites, l'infaillibilité du blanc. Le blanc qui dominateur et tout. Les deux guerres ont révélé que n'eût été nos tirailleurs qui étaient au premier front des troupes, il n'y aurait pas eu de victoire. Donc, ils ont pris conscience de leur capacité et ils ont eu à vouloir travailler à l'accession à la souveraineté internationale. Donc voilà à peu près ce que ces officiers-là ont récolté de leur expérience de l'armée coloniale. D'accord. Merci, vous pouvez applaudir pour lui, s'il vous plaît. Très intéressant. Et lorsque vous parlez de ces militaires et vous dites que c'est là qu'est née la première cellule d'indépendantistes au sein des colonies, il y a une question qui tourne un peu dans ma tête. Moi, je me demande comment est-ce que ces soldats qui étaient indépendantistes à l'époque ont pu combattre d'autres indépendantistes durant cette époque, parce que lui, il a combattu en Indochine et contre un homme qui l'admirait d'ailleurs, vous le dites, Ho Chi Minh. Et après, il y en a d'autres qui seront en Algérie et dans d'autres colonies pour mater d'autres indépendantistes. Exact. Alors d'abord, en Indochine, en fait, vous savez, il y a deux vagues dans l'Indochine. Lui, il fait partie de la première vague, hein, la vague de 1945 jusqu'en 1950 et quelques. Ça veut dire la vague où le Japon, jusqu'en 1948 d'ailleurs, c'est la vague où l'Indochine est dominée par le Japon. Les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, parce qu'il y aura Vichy qui va négocier avec les Japonais. Voilà, très bien. Il a accordé beaucoup de Exact. Donc, lui, c'est cette vague-là. Alors, c'est là qu'il est capitaine. Hein. Il est déjà capitaine. Donc, il est capitaine en réalité en 1948. Donc, lui, c'est dans cette vague-là. Mais les autres vagues, c'est-à-dire que lui, il n'a pas fait la guerre d'Algérie, il n'a pas fait la deuxième guerre d'Indochine et Madagascar. Parce que, bon, il était ici à Kati, au camp de Kati, capitaine jusqu'au grade de commandant. Il a eu son grade de commandant ici au Mali. Hein. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais alors, pour répondre à votre question, oui, c'est très important ce que vous dites. C'est vrai qu'ils ont bravé le feu. D'ailleurs, lorsqu'on créait l'armée malienne, il y avait des responsables politiques, je vais le dire, des responsables politiques de l'USRDA qui ne voulaient pas du tout avoir des anciens de la coloniale pour créer l'armée malienne, hein, parce qu'ils considéraient que c'était des... Et ils avaient même identifié des officiers, des gens qui étaient capitaines dans l'armée coloniale. Hein, c'est le grade où un indigène ne pouvait pas dépasser. Hein, donc la plupart des officiers qui sont venus dans l'armée malienne sont tous venus avec le grade de capitaine, hormis Soumaré et puis Konaté, hein, Sékou Konaté, qui est devenu aussi commandant. Donc il y a eu ce problème-là. Alors, sauf que, vous savez, dans cette période-là, l'armée coloniale, c'est un creuset dans lequel beaucoup de ces gens-là ont, dans leur attitude, prouvé leur attachement, pas seulement à la répression qui a été faite, parce que la plupart de ces gens-là, d'ailleurs, c'est pas pour les défendre, mais si vous regardez les parcours de ceux qui ont fait l'Indochine, comme la deuxième vague d'Indochine, hein, on parle de la deuxième vague, comme les Kélétigui Drabo, les Pinana, les Mohamed Ould Issa, tous ces gens-là, ils étaient soit ce qu'on appelle des instructeurs, ou alors ils étaient carrément, mais ils étaient rarement au front, hein, Sékou Traoré, etc. Alors donc, mais ils avaient cette capacité à vivre l'injustice dans le commandement. Par exemple, lorsqu'il fallait prendre une décision militaire, ils avaient beau être capitaine, par exemple, Kélétigui est capitaine depuis 1950, mais c'est un capitaine français là qui a été capitaine, je ne sais pas quand, en 52 ou 53, qui commandait, alors qu'il était plus ancien dans le grade. Et il n'avait pas les mêmes responsabilités que l'autre, que le blanc. Et souvent même un lieutenant européen métropolitain
pouvaient avoir le dessus sur un capitaine indigène. Donc vous voyez, ils avaient déjà et je crois que c'est ce sentiment-là de non-reconnaissance, de frustration au sein de l'armée coloniale qui leur a déterminé à abandonner tous les avantages de l'armée coloniale pour venir se mettre à la disposition de l'armée malienne. Et ça a été... Ils ont laissé tomber beaucoup d'avantages. Hein. Exactement. Voilà. Exactement. On va se diriger vers cette partie de l'histoire, mais avant, vous dites le 25 mars 1956, Abdoulaye Soumaré est promu sous le grade de lieutenant-colonel et de l'infanterie de la marine. Colonel, c'est son premier grade avant la levée du soleil des indépendances, comme l'a dit Amadou Kourouma. Dans les colonies au Sénégal, les colonies du Sénégal et du Soudan français, c'est l'effervescence autour de la création de la Fédération Mali qui existait à cette époque. Malheureusement, les visions divergentes et les dissensions politiques entre les leaders sénégalais et soudanais conduisent à la dislocation précoce de cette fédération. Dans les récits de ces désaccords, on parle beaucoup d'un militaire. Il s'agit du colonel Abdoulaye Soumaré. Et sa nomination a fait l'objet d'un conflit parmi nous. Oui. Alors, d'abord, juste, effectivement, il est nommé lieutenant-colonel le 26 mars 1956, mais de 1956 jusqu'en 1959, Soumaré est entre Paris et puis Dakar, mais le plus souvent à Paris. Et c'est là maintenant, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, qu'il va connaître Modibo Keïta, parce que Modibo Keïta a été membre du gouvernement français hein, en novembre 1957 jusqu'en 1958, hein, bon, avec des coupures. Il était secrétaire d'État dans le gouvernement de dans le gouvernement de Félix Gaillard. Il a été secrétaire d'État également avec Maurice Monori, Bourgi Monori. Donc, ils se sont connus déjà à Paris. Mais même avant ça, il y a quelqu'un qui est là pour le téléboyer. Non, je tenais beaucoup à faire cette précision. Après, on va venir pour que vous compreniez l'esprit dans la Fédération du Mali. Même avant ça, et avec Modibo Keïta, parce que Modibo Keïta a fait William Ponty de 1934 jusqu'en 1936. Il sort en 1936 et il devient instituteur à Bamako, après Sikasso, après Tabara, hein, vers Tombouctou. Là. Alors, mais il rencontre Abdoulaye Soumaré. En ce temps, Soumaré aussi, lorsqu'il est lieutenant dans cette période-là, et ils montent ensemble une association soninké. dont Sambou Soumaré a continué. Alors, une fois, j'ai été avec mon ami là, et il était... Alors, donc, vous voyez, il avait cet engagement déjà pour le Soudan. Il se savait originaire du Soudan, parce que son père, son grand-père, sont tous du Soudan. Alors, maintenant, au niveau de la Fédération du Mali, il faut savoir d'abord que le 1er octobre 1959, il devient colonel dans l'armée française. Donc, c'est le premier colonel africain de l'armée française. Hein? Africain de l'armée française dans cette période. Le 1er octobre 1959. Alors, donc, Fall, qui était proposé par le ministre de la Défense, ministre provisoire, chargé de la Défense, alors ça, il faut acheter le livre pour voir toutes les données, était lui lieutenant-colonel et il est devenu colonel en 60, hein, donc quelques années, enfin quelques mois, quoi, disons, après Soumaré. Alors, bien entendu, pour créer l'armée, les ministres fédéraux ont considéré que Soumaré, peut-être, puisqu'il était colonel depuis le 1er octobre, et ensuite, le 26 novembre 1956, c'était le premier président de la Fédération des anciens combattants de l'AOF et du Togo. Et ensuite, il a été mis comme responsable de la place d'armes de Paris. Donc, il avait un parcours qui faisait que, bon, ils se sont dit, bon, il n'y a pas le feu, on le nomme. Donc, c'était ça. Donc, c'est un problème de règlement militaire qui pouvait régler ça, c'est-à-dire, bon, on voit que le parcours militaire, on voit l'ancienneté dans le grade, et puis bon, on nomme. Bon, mais les hommes politiques ont des visions
qui peut ne rien, puisse ne rien avoir avec le règlement militaire. Hein. Donc des ambitions politiques, de contrôle, etc. ont expliqué que le choix de Modibo, puisque vous savez, à cette période-là, il était le conseiller militaire du président Modibo Keïta. Conseiller militaire. Donc, et Fall, Amadou Fall, qui est son congénère au lycée Faidherbe, il a fait également l'école militaire de Saint-Mexan. Ils sont même de la même promotion. Hein? Donc ils se connaissent bien, ils sont de Saint-Louis. Fall aussi est né à Saint-Louis. Bon, mais sauf que Modibo, qui était président du gouvernement fédéral, et chef provisoire de la Fédération du Mali, donc chef provisoire de l'armée, chef suprême de l'armée, a préféré son conseiller militaire, Soumaré, au colonel Fall. Mamadou Dia s'y est opposé, mais il y a eu un vote et le quorum a décidé que c'était Soumaré qui était chef d'état-major général. Et le décret a été publié le 25 juillet 1960, même si Mamadou Dia, je le dis dans le livre, a refusé de contresigner. Au moment même, avait même voulu saisir la Cour suprême, mais après, il a compris que bon, les jeux étaient faits, il fallait accepter, quoi. Donc voilà à peu près. Alors maintenant pour tous les petits détails, parce que c'est très long cette période-là. Et voilà. Et je vous invite à acheter le livre. Exactement. Voilà. Le livre, l'auteur Birahim Soumaré, il ouvre une grande parenthèse sur les causes qui ont conduit à l'éclatement du Mali. D'accord, on a assez discuté, on va passer la parole au public. Mais surtout la création de l'armée malienne. Oui, exactement. Ça c'est... Si le public ne pose pas cette question, voilà, c'est très important. C'était le nerf de la guerre pour Soumaré, l'armée malienne, hein, qui est créée donc le 1er octobre 1960. Mais c'est un long parcours, la création de l'armée malienne. Hein. C'est le 15 février 1959, c'est Pidana Drabo Modibo lui demande de faire appel à tous les officiers qui étaient dans l'armée coloniale et tous les soldats pour venir au Soudan, en République soudanaise, pour créer l'armée malienne. Et le 22 février 1959, il y a eu une grande réunion stratégique ici au Grand Hôtel de Bamako pour structurer cette armée malienne. Hein, avec le colonel Soumaré, le capitaine Sékou Traoré, le capitaine Mohamed Ould Issa, le capitaine Bala Kone, pas le gendarme, parce que j'ai été voir des militaires, ils me disent, oui, Bala Kone le gendarme. Non, Bala Kone, le grand frère à Bala Kone. Bala Kone premier. Voilà, parce que Bala Kone, les deux Bala Kone là, ils ont le même père, mais ils n'ont pas la même mère. Dans la tradition de leur père, lorsqu'ils ont un fils aîné, il faut qu'il s'appelle Bala Kone. Donc le Bala Kone numéro 1, lui c'est un militaire. Donc c'est lui que le général a vraiment connu. Maintenant, Bala Kone numéro 2, qui est le gendarme, lui, il était à Dakar. Et il fera partie d'ailleurs du bataillon de la Fédération du Mali qui ira au Congo. Voilà. Donc, ça c'est très important pour les militaires. On va en venir tout à l'heure pour continuer. Cher public, vous avez la parole maintenant pour poser des questions et réagir sur les thématiques qui ont été abordées. Vous avez la parole. Bonsoir à tous. Malik Mbaye, président du GELMA, Mouvement Les Jeunes Esprits de la Littérature Malienne. Alors, moi j'ai écouté l'auteur avec beaucoup de plaisir et j'ai beaucoup appris aussi. Et sûrement, on va aussi recevoir l'auteur, peut-être dans un autre espace, parce que nous sommes aussi des clubs de lecture et d'associations de jeunes écrivains qui existent au Mali. Alors moi j'ai une question pour l'auteur. Quel sentiment vous a animé lorsque vous avez vu ce livre publié? Merci. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette leçon. Étant d'ailleurs en classe de terminale, ça m'apprend beaucoup de choses. En parlant de la Seconde Guerre mondiale, j'aimerais connaître, un peu plus savoir, le rôle que mon grand-père, le général Aboulaye Soumaré, a joué durant cette guerre. Merci beaucoup.
Bonsoir, moi je suis Mohamed Sissé. Merci M. Soumaré pour cet exposé, j'apprends vraiment énormément. Maintenant, j'aimerais savoir pourquoi le général n'a pas été le premier chef d'état-major du Mali. Parce qu'on parle tout le temps, général Soumaré, premier général, mais pourquoi pas premier chef d'état-major? Merci beaucoup. Merci à toute l'assistance. Quelque part, vous avez parlé du rôle joué par les militaires pour la facilitation de l'accession de l'indépendance. Une réalité historique est là, parce que ce sont ces hommes militaires qui ont combattu auprès du blanc, qui ont vu que le blanc, comme vous l'avez si bien dit, pour nous, auparavant, le blanc était invincible. Et c'est avec la guerre, ils se sont côtoyés, ils ont mangé ensemble, ils ont dormi ensemble, ils sont morts ensemble. Ils savent qu'il y a des simples mortels comme eux. Donc le mythe de l'invincibilité et de l'infaillibilité du blanc a été mis de côté. Parce que les militaires les ont côtoyés. Donc maintenant, ils sont revenus en Afrique avec l'idée, maintenant, on n'a plus peur du blanc. Parce qu'auparavant, il faut le dire, l'Africain, quand il voit le blanc, pour l'Africain, le diable est blanc. Mais pour le Russe, le diable est noir. Donc on a vu que c'est des simples mortels comme nous. Donc cela a mis fin à la peur qu'on avait de ces blancs. Ça a été très important. Donc les anciens qui ont combattu, qui sont venus trouver des intellectuels, ils se sont donné la main pour accéder à l'indépendance des différents pays. Mamadou Lamine Dramé, c'est vrai, originaire de Goundjourou, à quelques 6 km de Caille, derrière l'ancienne piste d'aéroport, il a été l'un des premiers résistants à la pénétration coloniale. Il a été tué en territoire gambien. Et son fils, Siabou, qui a pris la relève, a été tué aussi. Il est enterré à Goutchoubé, le dernier village avant de franchir la Falémé pour rentrer au Sénégal. C'était les tout premiers résistants à la pénétration coloniale. Je crois que je vais m'arrêter ici, parce qu'il y en a trop à dire. Il y en a trop à dire. C'est une bonne chose que d'écrire. Parce que Soumaré, ça a été un moment, un monsieur mythique. Pour certains, il est Soraï. Pour d'autres, il est je ne sais quoi. Mais il est Wolof. Mais en réalité, ses origines sont de Gadjaga, dans la contrée territoriale du Mali, à partir des Cailles, toute la rive gauche jusqu'au Sénégal. Cette bande de terre s'appelle le Gadjaga, et précisément d'un village qui s'appelle Ségala. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, cher public, et merci beaucoup, Cheikh Oumar Konaré. Peut-être tu pourrais rejoindre mon équipe, Cheikh Oumar Mariko. Voilà, je mélange tout le temps. D'accord. Nous avons quelques questions. On ne va pas le dire dans l'ordre où ça a été fait. Nous allons d'abord commencer par la question de Mohamed Sissé. Et pourquoi pas le premier, il n'est pas le premier chef d'état-major de l'armée malienne. Voilà. Moi, j'ajouterais directement la question, quel rôle a-t-il joué dans la création de l'armée malienne? Voilà. Et quelle fonction occupait-il? Voilà. Alors, cette question est extrêmement importante. Ça aussi, c'est pour ça que je suis heureux d'écrire ce livre et de faire partie de la commission qui est en train de rédiger sur l'histoire du Mali. En réalité, Soumaré n'a jamais été chef d'état-major. Jamais. Il est où celui qui a posé la question? Voilà. Il n'a jamais été chef d'état-major de l'armée malienne. Il a été chef d'état-major général. Alors, dans cette période-là, le 31 août 1960, Modibo a demandé à Pinana Drabo de créer un bataillon fédéral en République soudanaise. Et c'est le commandant, c'est le capitaine Pinana Drabo qui va choisir le capitaine Sékou Traoré comme son chef d'état-major.
Ça, c'est le 31 août 1960, indépendance Manafolo. Donc, c'est dans le cadre de la République soudanaise. Et ce bataillon soudanais, bien entendu, était sous la direction du chef d'état-major général de la Fédération du Mali, qui est le colonel Soumaré. Alors, maintenant, à l'indépendance, lorsqu'il y a eu l'éclatement de la Fédération, avant qu'il y ait l'éclatement, Soumaré a été mis en prison. Il était en prison du 20 août 1960 jusqu'au 5 septembre 1960. Il était en ce qu'on appelle en forteresse. C'est comme ça la prison pour les militaires. Donc, il était en forteresse. Et il a fallu que le 5 septembre 1960, que l'Assemblée territoriale du Sénégal se transforme pour élire Senghor comme président du Sénégal, parce qu'en cette période-là, le président de la République n'était pas élu par le peuple. C'était un suffrage indirect. C'est l'Assemblée qui élit. Ça va être le cas de Modibo Keïta lorsqu'il va venir. Il est président du gouvernement, président provisoire du gouvernement de la République du Soudan et de la République du Mali. Élection au suffrage universel. Dans cette période-là, ça ne se faisait pas. C'est les députés qui choisissaient le président. Alors, lorsqu'ils ont choisi maintenant Senghor comme président de la Fédération, de la République du Sénégal, ils ont libéré Soumaré. Pourquoi? Parce qu'il est français. Et ils ont mis Manu Militari dans un avion, direction Paris. Oui. Puisqu'il est colonel français, donc ils l'ont expulsé du Sénégal, parce qu'il n'est pas sénégalais. En fait, il est mort avec deux nationalités, française et malienne. Donc on l'a expulsé. Maintenant, arrivé en France, et il est donc resté à Paris, et il est revenu au Mali que le 23 décembre 1960. Alors, en attendant, le 1er octobre 1960, il y a eu la création de l'armée malienne. Pourquoi? Modibo voulait absolument, pendant que Soumaré est en France, voulait absolument mettre en place cette armée malienne. Vous savez pourquoi? Pour nos amis algériens, là, avec qui on a des problèmes. Nos amis algériens. Il fallait constituer une armée, contrôler la frontière du Nord pour empêcher que l'armée française ou alors l'OAS, Organisation Armée Secrète, puisse passer par le Nord pour créer un mouvement d'attaque au niveau de l'Algérie. Donc pour protéger. D'ailleurs, le 2 janvier 1961, Frantz Fanon et Bouteflika, qu'on appelle le Malien, qui était d'ailleurs à Gao, vont venir ici pour créer des unités combattantes pour protéger l'Algérie avec le soutien du Mali, avec le soutien de l'armée, de l'état-major général. Donc, pendant cette période-là maintenant, c'est là que Soumaré, lorsqu'il revient le 23, le 28, il est nommé chef d'état-major général de l'armée malienne. Il y a un chef d'état-major qui devient chef d'état-major de l'armée de terre, donc sous la coupe du chef d'état-major général. Alors, maintenant, et lorsque le 29 décembre, il est nommé général, puisque le 28, on le nomme chef d'état-major général, et le 29 décembre, on le nomme premier général de l'armée malienne. Et lorsqu'il décède en octobre, le 2 octobre 1964, le 10 décembre 1964, on supprime le poste de chef d'état-major général ainsi que le grade de général, supprimé. C'est avec Moussa Traoré, Bala Moussa, qu'en 1984, qu'on va recréer le poste de général et le poste de chef d'état-major général. Donc, pour vous dire, Soumaré n'a jamais été chef d'état-major, jamais, dans sa vie. Il a toujours été le chef d'état-major général, puisque c'est le poste qu'il avait au niveau de la fédération, et c'est ce poste-là, lorsqu'il va revenir au Mali, qu'il va continuer à exercer. Et donc, il y aura donc un chef d'état-major général et un chef d'état-major. Le chef d'état-major de l'armée de terre. Comme actuellement ça existe, il y a un chef d'état-major général, c'est le général Diarra, et il y a des chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air. Il n'y a pas l'armée de mer, hein, j'ai entendu. Donc voilà.
Donc c'est ça. Mais c'est très important parce que beaucoup de gens disent « Ah, le premier chef d'état-major, c'était le capitaine Sékou. » Mais oui, c'est le premier. Mais entre 1960 et 1968, il y a eu 2 chefs d'état-major. Il y a eu Sékou Traoré. D'ailleurs, il est commandant. Commandant, chef d'état-major. L'autre est général. Commandant, chef d'état-major, à partir du 1er octobre 1960 jusqu'au 19 novembre 1960, le jour du coup d'État. Mais entre-temps, le colonel Pinana Drabo va devenir le 2e chef d'état-major à partir du 19 novembre 1960 jusqu'au 1er mars 1969. Alors, dans l'écriture, voilà, ça c'est la question la plus importante c'est très important d'avoir ça pour bien comprendre la structuration de l'armée malienne. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse. Je pense que Mohamed Sissé il a bien compris. Et la question de Salimata Soumaré concernant le rôle qu'a joué Abdoulaye Soumaré lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors, lors de la Seconde Guerre mondiale, et il monte, donc on le fait monter donc à Paris, en province, donc avec le 2e régiment des tirailleurs sénégalais. Moi, j'appelle plutôt le 2e régiment de l'armée coloniale. Et il fait ce qu'on appelle la campagne d'Ardennes. Mais il ne continue pas jusqu'en province. Parce qu'à partir de là, maintenant, à partir de 1938-1939, il est réaffecté au niveau des ministères. Hein, il va devenir officier de service d'abord au niveau de la défense. Ensuite, on va le remettre au front. Donc, c'est un aller-retour entre le front et l'administration de l'armée coloniale au niveau de Paris, quoi. Parce qu'il faut dire qu'il a été dans le cabinet de Marius Moutet comme officier. Parce qu'il était commandant, et il a été également dans le cabinet de Maurice Borgi Monori. Et c'est là que ses liens avec Modibo, d'ailleurs, vont se renforcer, puisqu'il sera ministre, Modibo, pendant que lui sera dans le cabinet militaire. Donc voilà, donc en réalité, il n'a pas passé tout son temps de 1939 jusqu'en 1945 dans le combat. Il a fait une période de combat et beaucoup de périodes maintenant d'administration coloniale, puisqu'il fallait avoir des officiers. Il n'est pas le seul, hein. Il y a lui et puis le colonel Fall aussi, qui était en ce moment capitaine. Lui aussi, ça a été tous qui sont sortis de l'école de Saint-Mexan. Les officiers, là, bon, ils faisaient ce qu'on appelle la planification, la stratégie, etc., quoi. Voilà. D'accord, merci pour cette réponse. La dernière question est celle de Malik Mbaye. Malik Mbaye qui aimerait savoir quel sentiment aviez-vous lorsque ce livre a été finalement publié? Alors, lorsque ce livre a été publié, la première personne à qui j'ai pensé, c'est quand même ma mère. Parce que ma maman, avant de quitter ce monde, donc je crois que c'est en janvier. Oui, mais en janvier, en Turquie, j'étais ambassadeur, elle m'avait dit, écoute Birahim, il faut absolument que tu écrives un livre. Il a dit ça devant ma femme, là. Mon épouse était témoin. Il a dit, je te demande une chose, il faut que tu fasses tout, mais que tu écrives. Hein? Alors, elle m'a dit ça en janvier, et le 2 février 2019, elle est décédée. Donc, lorsqu'elle me le disait, elle était déjà partie. Hein, parce que dans 40 jours avant, vous êtes déjà parti. Mais elle m'a dit, Birahim. Et l'autre chose aussi, ma fille qui n'est pas là, qui est une commerçante, qui est Mme Koumba, qui a financé le livre. Parce que le vieux que je suis, avec ses économies d'ancien ambassadeur, croyez pas, c'est pas le portefeuille de Donald Reagan, hein, c'est pas des milliards. Donc, et c'est elle qui a eu qui a financé le livre, et j'ai été entouré par mes enfants, ma fille là qui est très curieuse. Donc voilà, donc c'est dans une dynamique familiale et avec le soutien de mon épouse, hein, parce que pour faire ça, on a tous travaillé dedans, parce que c'était un défi
qu'il fallait relever, ma maman me l'avait dit. Et c'est un défi que je vais poursuivre parce que ça, je considère ça comme une introduction. Hein, je suis en train de travailler beaucoup plus, parce que beaucoup d'historiens me demandent, maliens d'ailleurs, me demandent de fouiller un peu plus. Un peu plus voilà, voilà, sur ça. On en veut davantage. Voilà. On peut applaudir pour lui, pour ses premiers livres. Et aussi pour les futurs livres qui vont être publiés. Inch'Allah. On espère bien. Alors, Monsieur Birahim Soumaré, nous sommes à la fin de cet entretien. Un dernier mot pour ce charmant public. Oui, c'est vraiment intéressant quand même. On vous remercie vraiment. Merci beaucoup. Ouais. D'accord. Et vos mots pour ce charmant public et pour les téléspectateurs. Alors, moi, ce que je souhaiterais dire aux jeunes que je vois, c'est de travailler. Travailler. Quelle que soit la station où vous êtes, que ce soit dans les études, dans le travail, mais prenez vos responsabilités parce que c'est à vous maintenant. Hein? Et nous, tout ce qu'on peut faire, c'est vous accompagner, vous dire ce qui s'est passé, mais il faudrait que vous-même vous preniez vos responsabilités, que vous travaillez, parce que ce pays en a besoin. Vous avez toutes les compétences, tout ce qu'il faut pour le faire. Donc vraiment, ce que je dis à mes enfants, c'est ce que je leur dis. Travaillez. Voilà. Anga commandable. Anga nyeshi barala quoi. Voilà. Le travail. Voilà. Oh non. Un très beau message pour terminer cette émission. Merci Travailler beaucoup. et c'est de là qu'on peut tout obtenir. Voilà, prenez de la tout peine. s'obtient par le travail. Exactement. On vous remercie. Merci, c'est moi. Vraiment, c'est moi. Avec le match, on va pouvoir regarder le match rapidement. Oui, tout à fait. Et cher public, qui applaudit pour vous-même. Vous avez été formidable vraiment, de cette émission. Voilà. Et on a beaucoup appris à travers M. Soumaré. Et on remercie également tous nos partenaires. On remercie surtout Canal+. Je suis content de voir Canal+ ici. Grâce à vous, on a pu s'enquérir un peu de l'histoire de l'armée malienne et du premier général de l'armée malienne, Abdoulaye Soumaré, un personnage très important dans l'histoire de notre pays que beaucoup de personnes méconnaissent. Et franchement, c'était enrichissant. Merci, et vous avez bien conduit les débats. Vous m'avez permis de bien parler. C'est très important. Il faut l'applaudir. Fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Le train littéraire, c'est chaque dernier jeudi du mois, nous enregistrons cette émission. Vous pouvez venir vous aussi partager vos avis ou assister à ces entretiens. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, le dernier jeudi du mois de janvier, bien sûr. À très bientôt.